Guinée équatoriale, un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé dans le pays pour prévenir tout dérapage. Riek Machar ne respectera pas le délai fixé par la communauté internationale pour son retour à Djouba. Le chef rebelle n'a pas encore été autorisé à effectuer son vol. Enfin, au Sénégal, des rassemblements s'organisent en soutien aux manifestants gambiens emprisonnés par le régime du président Yaya Jammeh. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Mais nous démarrons par le Cap-Vert. Le nouveau gouvernement du Premier ministre élu, Illus Correa y Silva, a prêté serment vendredi soir. La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée à Praia, dans l'enceinte de la présidence de la République, en présence du chef de l'État, Jorge Carlos Fonseca. Les 12 ministres ont promis de remplir loyalement leurs fonctions pendant que le président Fonseca a recommandé des mesures urgentes pour accélérer la croissance économique du pays. Je le disais en titre, en Guinée équatoriale, la campagne électorale pour la présidentielle de demain dimanche a pris fin hier. Les Équato-Guinéens sont donc attendus aux urnes demain pour choisir leur prochain président de la République parmi 7 candidats en lice. Pour la circonstance, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé dans le pays pour éviter tout dérapage au cours de ce scrutin boycotté par les principaux partis d'opposition. Constat sur place de notre correspondant Narcisse Ouma. Impressionnant dispositif sécuritaire pour encadrer l'élection présidentielle prévue ce 24 avril en Guinée équatoriale. Il n'est secret pour personne que cette élection présidentielle s'organise dans une situation sécuritaire particulièrement inquiétante, marquée par le boycott des principaux partis d'opposition. Il s'agit également d'un scrutin sensible dont la crédibilité revêt un intérêt capital pour le pays, étant donné que les Équato-Guinéens ne sont visiblement plus prêts à admettre que l'imposture s'installe. Cette élection présidentielle se tient également dans une situation sous-régionale marquée par des attaques terroristes. Les forces de sécurité et de défense semblent avoir pris la mesure de la situation. Et il y aura des patrouilles sur tous les axes, que ce soit à l'intérieur des villes ou sur les grands axes pour ceux qui veulent voyager. La CENI, ses démembrements, les installations sensibles, les observateurs, les journalistes, toutes ces parties seront prises en charge. La stratégie de sécurisation trouvée à la fois préventive et proactive. Les forces de sécurité et de défense équato-guinéennes ont pensé à de multiples formes d'attaques pouvant venir d'individus ou de groupes d'individus mal intentionnés. Le travail ne serait pas pour autant du beurre. Les forces de sécurité relèvent des contraintes liées au nombre élevé d'agents à déployer. Elles vont devoir faire avec des militaires qui vont assurer des missions de sécurité qui seront assistés par des professionnels de la sécurité. Pour leur part, les observateurs nationaux et internationaux présents en Guinée équatoriale se sont retrouvés jeudi dernier au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour une dernière séance de travail. Ils ont pu découvrir le matériel électoral et ont reçu par la même occasion leur kit de travail. À quelques jours du scrutin, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a organisé une réunion d'évaluation dans l'une de ces salles. Toutes les délégations d'observation des élections, les cadres électoraux et les membres de l'administration impliqués dans le processus électoral se sont retrouvés. À cette occasion, les différents postes d'affectation ont été précisés à certains. Les kits de matériel choisibles, casquettes, polos, bloc-notes destinés aux agents électoraux et aux observateurs nationaux ont été également distribués. Le ministère de l'Intérieur, en outre, a prévu de donner les dernières consignes de sécurité pour tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le comité électoral national chargé de l'organisation du scrutin du 24 avril, qui est supervisé par le ministère de l'Intérieur, a profité de l'occasion pour faire le point sur l'organisation du processus électoral. Du reste, le scrutin du dimanche prochain fait l'objet d'une attention poussée aussi bien à l'intérieur du pays qu'au-delà. Le 24 avril, outre les observateurs issus des principales organisations de la société civile équato-guinéenne, des dizaines d'observateurs internationaux sont présents dans le pays depuis quelques jours. Des observateurs européens et de plusieurs organisations internationales sont également annoncés en Guinée équatoriale. Il faut dire que les leaders de l'opposition ont émis depuis des semaines des réserves sur la transparence du processus électoral en cours.
Direction le Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar ne rentrera pas à Djouba ce samedi, date limite fixée par la communauté internationale pour son retour. Il n'y aura pas de retour aujourd'hui, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Selon lui, le gouvernement n'autoriserait le retour de Riek Machar depuis l'aéroport de Gambela dans l'ouest de l'Éthiopie qu'après vérification par des observateurs internationaux du nombre d'armes emmenées par les rebelles. Ces derniers disent être prêts à décoller mais ont besoin d'y être autorisés. Ils soutiennent par ailleurs que leurs armes ont déjà été vérifiées par les autorités éthiopiennes et qu'elles pourraient être à nouveau vérifiées à leur arrivée à Djouba. Et puis la situation des droits de l'homme en Gambie inquiète ses voisins. Au Sénégal, par exemple, plusieurs organisations non gouvernementales et des mouvements citoyens ont organisé à Dakar un rassemblement. Objectif, protester contre l'emprisonnement de manifestants par le régime du président Yahya Jammeh en Gambie. Suivons quelques réactions. Ce qui se passe nous interpelle à plus d'un titre, raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés avec tous les acteurs de la société civile et politique pour dénoncer ce qui se passe, mais aussi pour manifester toute notre solidarité au peuple gambien debout, pour dire non à l'oppression, non à tout ce qui se passe depuis 21 ans, aux exécutions sommaires et arbitraires, aux emprisonnements de leaders politiques, d'opinion publique et surtout de leaders d'opinion plutôt, et aussi à l'exil forcé des journalistes et à leur emprisonnement. Il y a eu mort d'homme, il y a des actes de torture, c'est inadmissible. Et nous ne comprenons pas que le président Yahya Jammeh, qui se dit musulman, puisse se permettre cela. En tant que musulman, ce que nous lui demandons, c'est de faire attention, de respecter les droits les plus élémentaires du peuple gambien, mais aussi d'avoir cette amitié avec les peuples frères de Gambie. Nous avons un problème et le problème s'appelle Yahya Jammeh. Nous sommes là aussi pour demander à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités par rapport à Yahya Jammeh qui organise le trafic du bois sur les frontières sénégalaises à partir de la Gambie. Nous sommes là aussi pour dire que le problème de l'enclavement de la Casamance doit être réglé. Et tout ça, le seul problème, c'est Yahya Jammeh. Nous sommes là, en définitive, pour que les gens comprennent que le Sénégal et la Gambie, il n'y a pas de problème. Les Sénégalais et les Gambiens ont un seul problème, et ce problème, c'est Yahya Jammeh, qui développe beaucoup de haine, qui veut développer un État islamique, qui veut, et les chefs d'État silence, c'est inacceptable. La solution que nous préconisons, c'est que la CEDEAO aille sur place et organise les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente, au cours desquelles le peuple gambien décidera soit de maintenir Yahya Jammeh au pouvoir, soit de le congédier. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, et ces élections ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions actuelles. Restons au Sénégal où le président Macky Sall a présidé une conférence sur les conflits liés au manque d'eau. Il en a profité pour affirmer que le Parlement sénégalais allait ratifier l'accord de Paris le 30 juin prochain. Nous avons eu un débat de plus de 3 heures d'horloge. Plus de 20 pays se sont prononcés avec des expériences différentes sur la problématique que le Sénégal a proposée. C'est-à-dire l'eau avec la problématique de la paix, de la coopération, mais aussi avec la problématique de la sécurité. On voit bien que les bassins partagés, que ce soit le long des fleuves ou des lacs frontaliers, si la sagesse ne permet pas de développer une coopération, un dialogue et un partenariat, c'est plutôt des conflits, parfois même la guerre. Et nous le voyons dans certains bassins déjà, combien ça chauffe. Le réchauffement climatique aggrave en effet la baisse des cours d'eau, puisque nous avons un réchauffement, une baisse de la pluviométrie, les nappes ne sont pas rechargées, parce que tout est lié, c'est un cycle. Et donc cela, lorsque l'eau se raréfie, il y a moins de surface cultivable et les conflits naissent. Dès mon retour, je vais programmer l'adoption en Conseil des ministres de la semaine prochaine. Et nous allons le soumettre au Parlement. Je pense que le Parlement, avant la fin de la session unique, qui est prévue pour le 30 juin, pourra ratifier l'accord de Paris. Nous allons maintenant au Bénin où les changements climatiques et leurs corolets sur la filière du bois sont au cœur d'un conclave des acteurs des différents secteurs concernés. L'initiative est de l'ONG Vie Verte, un arbre, un avenir.
Les changements climatiques, une menace certaine pour la survie de la filière bois au Bénin. Les signaux bientôt rouges, l'ONG Vie Verte, un arbre, un avenir, se refuse d'être du lot des spectateurs passifs. Si les forêts ne sont pas durablement gérées, on n'a aucune chance de laisser nos entreprises à nos enfants. On ne peut pas faire du bois sans exploiter et on n'exploite pas sans déforester. Donc il faut commencer à aller dans le sens de la gestion durable, de l'exploitation, pour que ce commerce puisse continuer. Que la filière disparaisse du jour au lendemain, cela dépend du lobbying opéré tout autour maintenant. L'ONG Vie Verte voudrait croire que la main tendue à travers cette initiative sera saisie au plus tôt. Je voudrais, à travers des ateliers que je vais d'ailleurs multiplier, faire la formation de l'ensemble des parties prenantes pour que désormais, ça ne sera pas l'affaire de l'ONG Vie Verte, mais que ça soit l'affaire de tous les professionnels du bois et pourquoi pas même ceux qui ne sont pas dans le bois. Ministère de tutelle, partenaires de tout genre, FAO, ONAB, n'entendent pas être du reste face à l'initiative. Il faut des actions de ce genre pour beaucoup plus sensibiliser, puis après qu'il y ait des plans d'action pour la partie adaptation, puisque aujourd'hui on ne peut rien faire sans s'adapter à ce changement climatique. Des plans d'action, Vie Verte projette déjà des opérations de reboisement à grande échelle. Une lutte qu'elle voudrait mener jusqu'au bout et sans faille. Il est temps qu'on change les habitudes, il est temps de procéder autrement pour que ce commerce puisse continuer et que cette filière continue d'exister. Parlons maintenant de l'affaire des biens mal acquis qui secouent le régime Ali Bongo. Des biens immobiliers à Paris et Nice appartenant à la famille du président gabonais ont récemment été saisis par la justice française. Cette dernière enquête notamment sur les conditions d'acquisition de riches patrimoines en France par plusieurs chefs d'État africains. Les juges d'instruction ont saisi une société civile immobilière, la SCI Emeraude, selon des sources judiciaires et proches du dossier. Cette structure, qui permet la détention d'un bien immobilier par plusieurs personnes, est propriétaire d'une villa à Nice, sur la Côte d'Azur, et d'un hôtel particulier à Paris, dans le chic et huppé 16e arrondissement. Cette enquête, dite des biens mal acquis, a pour origine les plaintes déposées à partir de 2007 par plusieurs associations anticorruption comme Sherpa ou Transparency International. Elles dénonçaient des détournements de fonds publics ayant permis de se constituer d'importants patrimoines en France de la part des chefs d'État africains et de leur entourage au Gabon, présidé à l'époque par Omar Bongo, au Congo et en Guinée équatoriale. L'un des avocats du Gabon, Maître Pierre Haïk, n'a pas confirmé l'information et n'a pas fait de commentaires. Selon des éléments, la SCI Emeraude avait été créée en 1997. Cette société avait acquis l'hôtel particulier pour 23 millions de francs, soit 3,5 millions d'euros, et la villa de Nice en 1999 pour 11,5 millions de francs, soit 1,75 million d'euros environ, selon ces éléments de l'enquête. Les juges d'instruction, aidés par les enquêteurs de l'Office central de répression de la grande délinquance financière, ont listé de nombreux autres biens appartenant à la famille Bongo. Selon un document sur les biens mal acquis, publié en 2009 par Transparency International France, la famille Bongo et ses proches possédaient à l'époque en France 33 propriétés, la plupart dans les quartiers les plus chics de Paris, les autres sur la Côte d'Azur. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite au programme sur CK. Au revoir.